Suite du débat, deuxième partie, toujours avec mes invités, Véronique Richefleur du cabinet RF Research et Julien Demenzel, associé fondateur de Day by Day. On parle des taux ce matin, de la potentielle remontée des taux, pas de remontée des taux avant fin 2016 pour Julien Demenzel. Anticipation de récession pour les États-Unis, c'est que des bonnes nouvelles ce matin. Je voulais vous faire réagir sur ce qu'a dit Julien justement sur l'effet dollar. L'effet dollar, effectivement, qui lorsqu'il se réapprécie fortement, a des conséquences fortes, notamment sur les émergents. Vous avez notamment fait une note de recherche il y a peu de temps. Et pays émergents soutien ou frein à la reprise européenne. Où en est-on sur les émergents en ce moment, Véronique ? Bien, la situation est très complexe et si je dois répondre en un mot à la question que j'avais posée il y a quelques mois, effectivement, c'est que les émergents ne sont pas au rendez-vous. Ne sont pas au rendez-vous et seraient plutôt un frein à la reprise européenne qu'un soutien. En tout cas, certainement pas un soutien. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, effectivement, c'était le risque à prendre, ou à ne pas prendre, c'était le risque en tout cas, c'est que la baisse de l'euro, c'est-à-dire presque l'effondrement de l'euro, quand même, qui s'est fait de manière très concentrée pendant quelques semaines, quelques mois, a eu des résonances très négatives sur l'ensemble de l'Asie. Alors, c'est pas le seul problème. Le problème, c'est que l'ensemble des pays émergents étaient déjà dans une situation très fragile. On avait essuyé une baisse des prix des matières premières, dont le pétrole, qui avait aggravé la situation de beaucoup d'entre eux. On a eu un ensemble asiatique qui est en proie à des excès généralisés de capacité. On parle de ces excès de capacité pour la Chine traditionnellement, mais ça va beaucoup plus loin. Donc en proie effectivement à des pressions déflationnistes. Et finalement, la résultante de tout ça, pour faire une longue histoire relativement courte, c'est qu'on a une pression baissière sur l'investissement. Et l'investissement, c'est la source de demande essentielle qui vient des émergents pour s'adresser au monde développé et en particulier aux industriels allemands, aux industriels japonais, etc. Et on voit effectivement que la demande aussi en importation s'est réduite, vous dites, de moitié depuis 2011. Exactement. Les émergents qui ont été le moteur de la mondialisation en réalité, c'est-à-dire de la multiplication des échanges mondiaux depuis le début des années 90, ont complètement cessé de contribuer à cette dynamique des échanges mondiaux. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'on a un gâteau mondial qui ne grossit plus en termes de volume de demande. Et donc, si vous menez des politiques compétitives à coup de taux de change, l'effondrement du taux de change de l'euro, mais il y avait eu l'effondrement du yen il y a 2 ou 3 ans auparavant, eh bien, vous essayez de gagner sur vos partenaires, peut-être que vous allez gagner, mais très temporairement, parce que vous allez essentiellement gagner en prenant sur une part du gâteau qui ne grossit pas. Donc ça diffuse la déflation en réalité dans le reste du monde. C'est exactement ce qu'on a vu se produire après la dépréciation forte du yen, c'est-à-dire effondrement du yen. Vous regardez les exportations du Japon, elles sont complètement stables sur 3 ans. Absolument aucun effet bénéfique de la politique compétitive des Japonais. Et parce que le choc a été tellement dur pour les partenaires du Japon que la demande adressée aux industriels japonais a baissé, tout simplement. Et on a répliqué la même chose en faisant de manière voulue ou pas, mais enfin quand même a priori recherchée, me semble-t-il, par la BCE, en faisant dévisser l'euro comme on a fait dévisser l'euro. Donc vous avez des effets sur les résultats des entreprises qu'on voit bien au premier trimestre. Des effets comptables, parce que quand on vend dans une devise étrangère et qu'on qu'on transpose en euros, ça fait plus de montants. Mais on le voit dans les comptes nationaux publiés hier, la croissance des exportations est absente partout. Donc on n'a pas de retombée positive ou de retombée tout court de cette baisse de l'euro, et je pense qu'on n'en aura pas compte tenu de la tournure de la conjoncture mondiale. Julien, je voyais hocher la tête ou... Ah oui, je voudrais rebondir, enfin peut-être, je ne vais pas dire la même chose différemment, mais je prenais mon exemple tout à l'heure des déflations qu'on avait quand on avait notre franc et nos politiques autoritaires. Voilà. En fait, je disais, ça avait un vrai impact dans l'économie, au moins pendant 6 mois. Mais c'était une toute petite poche économique. On dévaluait juste un. Mais là, on a fait des gros ensembles. On a fait l'ensemble yen. Il y a l'ensemble dollar, il existe depuis toujours, mais on a fait l'ensemble euro. Alors en fait, c'est une patate chaude qu'on se renvoie systématiquement.
Et d'une certaine manière, on ne va pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Je ne vais pas faire que des métaphores, mais c'est pas parce qu'on fait des dévaluations ici ou là que tout d'un coup, il y a des mécanismes de demande qui se créent ex nihilo. C'est pas vrai. En fait, c'est pour ça qu'on se renvoie systématiquement la problématique déflationniste d'une zone à l'autre, dans un ordre, en plus, qui semble être un ordre quasiment entendu par les banquiers centraux. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la Fed a pris sa décision. Alors ça, académiquement, c'est Bernanke qui a dit finalement, voilà, ce qui s'est passé en 29, il faut faire autre chose. Donc il y a un point de départ académique. Mais après, on avait vu. Après, la Banque centrale américaine est lancée là-dedans. Puis le Japon se dit, finalement, c'est peut-être ça, là, dans les 3 flèches. Hein. On y va, on met une couche. La Banque d'Angleterre, au passage, s'était glissée dans le sillon, même si elle, sa poche est plutôt petite par rapport à l'euro. Enfin, elle s'est glissée dans le sillon. Et puis alors, voilà, on renvoie le truc à la Banque centrale européenne. L'Europe et même la Chine aujourd'hui. Et la Chine qui s'y met. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on joue tous à un jeu où finalement on déprécie, on réapprécie, on réapprécie, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas plus de croissance. Ce sont juste des mécanismes, en fait, de déversement successifs. Voilà. Et c'est pour ça que ce qu'on est en train de voir, je voudrais aussi rebondir sur un point, je crois que Véronique parlait de risque souverain qui peut se poser même aux États-Unis. Là, on a fait 10% de baisse à peu près sur les marchés obligataires allemands, européens et américains en l'espace de quelques semaines. C'est pour ça qu'on parle d'un petit crack. Bon, c'est le terme ou c'est pas le terme. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où on perçoit que la croissance européenne est bien meilleure, mais de rien. Elle est bien meilleure, mais on passe, je sais pas, de 0,2 à 0,5. C'est autant de pas d'en parler. Et que la croissance américaine, elle, en revanche, elle est quand même moins bonne. On devrait se dire, mais c'est parfait, on est dans un environnement de taux bas pour très longtemps. Pourquoi les obligations réagissent à ce moment-là? Pourquoi? C'est le fameux phénomène qu'on va retrouver en Europe dès qu'on va avoir une moindre croissance aux USA plus marquée. C'est-à-dire que quand on a un peu de croissance, finalement notre stock de dette et notre capacité à rembourser, puis notre niveau d'intérêt, la charge d'intérêt, celle qui est juste après le déficit primaire, tout ça finalement, on va s'en satisfaire pour le moment. Mais quand on rentre en croissance négative ou qu'on tangente zéro et que finalement on a l'impression que pour quelques trimestres on va rester là, alors le problème du stock de la dette et la capacité, ne serait-ce, je ne dis pas de rembourser tout parce que ce n'est pas le sujet des États, mais ne serait-ce que d'honorer les prochaines échéances, va à nouveau se poser. Sans compter que tous les budgets sont faits avec des taux, en Europe sont faits avec des taux, je crois, en moyenne à 0,3 ou 0,4, quelque chose comme ça. Si pour une raison ou une autre, l'année prochaine, les taux sont juste à 1,50, ça veut dire quoi sur le budget de l'Italie? Ça veut dire quoi sur le budget de la France? Et c'est des questions qui vont à nouveau se reposer. Donc, tout ça, ce sont des... Ça peut devenir très compliqué. Mais alors, à ce moment-là, justement, si les investisseurs prennent peur, en général, ce qui se passe, c'est qu'on a ce fameux flight to quality, c'est-à-dire on se réfugie sur les choses de qualité. Donc, les obligations, en Europe, c'est plutôt l'Allemagne, et en France, c'est plutôt l'OAT. C'est mon propos. Donc, est-ce que ça va rebaisser, ou est-ce qu'aujourd'hui, on voit que ça monte? Donc, c'est un peu contrastique. C'est difficile à interpréter, en tout cas. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'environnement et la tournure des choses incite à se poser la question effectivement de la capacité des obligations souveraines à retrouver leur statut ou leur vertu de valeur refuge. Moi, je n'en suis pas du tout convaincue. Elles sont refuges tant qu'elles sont financées aujourd'hui par du quantitative easing, par des banques centrales. Si on commence à s'interroger sur l'efficacité de cette politique de quantitative easing, etc., ça devient quand même une autre boudin qui n'est pas très alléchante. Donc il y a, je pense, attention, effectivement, on aura tendance à se dire l'environnement pour les marchés actions se détériore, la croissance se détériore, allez hop, on se remet sur l'obligataire. Je pense qu'aujourd'hui, le contexte est plus compliqué et qu'il va falloir faire attention, en tout cas qu'il y a un vrai sujet. Et que c'est certainement trop tôt pour dire allons-y. Alors dans votre lettre et même sur le site, vous avez parlé également d'allocation d'actifs. Justement, dans ces conditions, on ne parlait pas d'optimisme, on parlait de réalisme. Donc, quelles sont les zones, à votre avis, qui vont le mieux s'en sortir sur les prochains mois? Vous parlez des zones en matière de croissance économique. De croissance économique. Alors, écoutez, alors, ce qui est important, c'est le momentum ou la tendance. Et ce qu'on voit en Europe, donc on est passé d'une tendance baissière jusqu'au mois de novembre l'an dernier, qui était très inquiétante, déflation, baisse de la croissance, récession, à quelque chose qui se redresse. Il y a un petit mieux. Donc il y a un petit mieux et qui va
probablement plafonner rapidement. Mais on a au moins le mérite de pouvoir imaginer que le mieux perdure un petit peu. Bon. Par contre, aux États-Unis, moi je comprends que le momentum est en train de descendre. Donc on a un croisement un petit peu plus favorable à l'Europe. Il me semble néanmoins, et on rejoint la même problématique que celle sur les marchés, si les perspectives sur l'économie américaine se détériorent un peu trop vite, on va très vite voir les perspectives sur l'Europe se redétériorer. Donc l'embellie sur l'Europe pourrait être assez limitée. Exactement. Ce qui nous renverra d'ailleurs très très vite aux anticipations d'inflation. Parce qu'aujourd'hui, on voit des anticipations d'inflation se redresser. Je doute pour ma part que ce mouvement dure très longtemps. Donc ça peut avoir également en retour des implications sur les taux, sur le prix du pétrole, etc. Donc difficile de dire quelle est la zone qui peut s'en sortir le mieux. Si on se projette à 3 ou 4 trimestres, j'ai bien peur qu'on soit dans une situation où on renoue avec quelque chose de très complexe, où finalement on redeviendra probablement inquiet sur l'Europe, inquiet sur les États-Unis, et donc de facto inquiet également sur le reste du monde. Même question, Julien, justement, donc pour les quelques mois à venir, pour donner quelques directions à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Alors nous, en allocation, le raisonnement est assez simple. On l'a fixé en début d'année. Premier point, c'est que sur le marché américain des actions, pour nous, il y aura une correction de l'ordre de 20% entre le sommet et le creux. Ça, ce sera le fait majeur de cette année. En général, il y a 2 fenêtres de temps pour que ce type de mouvement se produise, premier ou troisième trimestre. Bon, maintenant c'est acquis, ce n'était pas le premier, ce sera donc probablement le troisième trimestre. Toujours octobre noir. Ça peut être août-septembre, voilà, mais effectivement, c'est toujours cette période. Donc ça, c'est le premier élément. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où le marché américain va corriger de 20% entre, encore une fois, son sommet et son creux, on va avoir une répercussion sur l'ensemble des marchés actions, parce qu'il y a toujours une corrélation très très forte. Même si ce n'est pas le cas au début, en général, à la fin, tout le monde se met au pas. Donc, nous, ce qu'on dit là-dessus, c'est soyez prêts cette année à avoir une bonne poche de cash dans l'allocation. Mais on a dit une autre chose en début d'année, on a dit, bon, en Europe, on n'a pas de signal de baisse, donc le mouvement peut peut-être continuer. D'ailleurs, il a continué au-delà de nos espérances, puisque je prends le CAC 40, il a passé 4006 pour monter à 5002. Donc aujourd'hui, en termes d'allocation, on est toujours exposé à action, puisqu'on a cette dynamique du marché action européen, soutenu par la décision de la Banque centrale, qui est en place. Donc, mais on n'est pas à l'abri d'un accident, effectivement, sur les États-Unis qui nous entraînerait à coup sûr. C'est pas qu'on est. Ah oui, c'est pour nous, rien n'est acquis sur les marchés. Enfin, on a une conviction très forte. C'est la même que l'an dernier, en début d'année, on disait le dollar va se mettre à monter, une conviction très forte. Là, on a une conviction très forte, c'est qu'aux USA, il y aura un moment un petit bouillon. Alors, donc en allocation, aujourd'hui, on est action et on n'est pas obligation, ça c'est la première chose, mais on est en train de commencer à réduire l'exposition action, là on vient de le faire, et on va continuer à le faire dans les 2 mois qui viennent, spécialement si l'Europe veut bien monter encore un peu, ce qui nous semble possible. Il nous semble possible encore de grimper quelques marches pour reprendre le CAC 40, de faire un nouveau sommet, pourquoi pas d'aller à 5350, et dans ce contexte, voilà, continuer ce qu'on vient de commencer, c'est-à-dire de réduire la part action, et de passer les 3, 4, 5 mois qui suivront avec au moins 30 ou 40% de cash. Et donc pas d'obligation, hein, voilà, je précise bien. Bon, donc si on a bien compris, hein, on suit l'adage sell in May and go away, revenez une fois peut-être que le pire sera passé. Merci beaucoup, on était en compagnie ce matin de Julien Nebenzal, associé fondateur chez Day, dayfr, et Véronique Richeflor de richeflor.com, un cabinet de recherche indépendant qu'elle a créé. Merci à vous deux et bien sûr on aura le plaisir de vous retrouver très prochainement sur ce plateau pour rediscuter d'économie, des taux et de la marche des marchés. Merci à tous, on se retrouve demain pour Direct Gestion. Tout de suite c'est Direct Investisseur.